Elle lui a remis sa carte d'identité et il l'a laissée tomber par terre comme un déchet. Au moment où il a découvert qui elle était vraiment, il était trop tard. Vous arrive-t-il d'entrer dans un endroit et de vous sentir immédiatement exclu? Non pas parce que vous n'êtes pas à votre place. Non pas parce que vous êtes bruyant ou que vous en faites trop. Mais parce que la pièce a déjà pris une décision à votre égard dès la seconde où la porte s'est refermée derrière vous? C'était exactement l'ambiance qui régnait à l'agence Haven Bank de North Chestnut Street à Springfield, dans le Missouri. Le genre d'endroit avec une moquette beige tachée de café, un ficus moribond dans un coin et une horloge murale dont le tic-tac était plus fort que les paroles des clients. Il n'y avait pas de musique. Juste le silence et la suspicion. Danielle Rivers franchit les portes automatiques comme si elle avait un but précis car c'était le cas. Tailleur bleu marine impeccable, chemise repassée, police et foncée qui brillaient sous les néons bon marché. Ses talons claquèrent doucement sur le sol, et l'espace d'une seconde, la pièce s'immobilisa. Elle croisa le regard de l'agent de sécurité et lui adressa un signe de tête poli. Il leva les yeux de son téléphone et acquiesça en retour, hésitant. Danielle ne broncha pas. Elle était habituée à ça. À 43 ans, elle était PDG de Rivers Global Strategy. Des jets privés. Des contrats gouvernementaux. Des victoires durement gagnées et des conseils d'administration qui n'auraient jamais imaginé qu'une personne comme elle occuperait la première place. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de gagner quoi que ce soit. Il s'agissait de vérifier un virement bancaire, dernière étape d'une négociation de 3 ans avec une entreprise allemande pour un partenariat de 3 milliards de dollars. Elle était arrivée de Dallas ce matin-là juste pour s'arrêter dans cette petite agence locale. Pas par hasard. C'était intentionnel. Cette banque avait été identifiée comme l'un des points d'ancrage potentiels de son plan d'expansion. Un test silencieux. Une tâche simple. Daniel s'approcha du comptoir et jeta un coup d'œil à l'étiquette, Caleb Warner. La vingtaine, pâle, maigre, la mâchoire serrée comme si c'était son premier emploi et qu'il regrettait déjà d'être venu. Daniel sourit. Bonjour, je suis ici pour vérifier un transfert international. Mon équipe m'a envoyé les documents à l'avance, mais ils m'ont dit que je devais présenter une pièce d'identité en personne. Caleb la regarda à peine. Non. Daniel Rivers. Il tapait quelque chose sur l'ordinateur d'une main, tandis que l'autre faisait tourner un stylo entre ses doigts. Identifiant? Elle le lui tendit sans hésiter. Délivré par l'État, avec l'étoile dorée réalisée dans le coin. Propre. À jour. Sa photo lui apparaissait comme si elle avait quelque chose à prouver. Caleb le prit. Il marqua une pause. Il leva les yeux vers elle. Puis les baissa de nouveau. Puis les releva. Vous êtes le titulaire du compte? Oui. PDG? Oui. Quelque chose se modifia dans son regard. Pas de la curiosité, mais de la condescendance. De l'incrédulité. Du manque de respect. Il n'a rien dit. Mais ce qu'il a fait ensuite en dit long. De la même main tenant la carte d'identité, il la laissa tomber. Pas un faux pas. Pas un accident. Un simple mouvement du poignet. La carte d'identité de Daniel a heurté le sol carrelé. Elle cligna des yeux. Lentement. Se pencha. Le ramassa entre deux doigts. Puis se redressa, le dos droit, la voix basse. Caleb s'appuya contre le dossier de sa chaise, les bras croisés comme s'il venait de prouver quelque chose que personne ne lui avait demandé de faire. Vous êtes toujours pressé de faire quelque chose, marmonna-t-il, les yeux rivés sur l'écran. Pendant une demi-seconde, l'espace entre eux était d'un silence de mort. Aucun mouvement. Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Juste statique. La voix de Daniel ne s'est pas brisée. Elle n'a pas élevé la voix. Juste une phrase. Merci pour votre temps. Elle se retourna. Le bruit de ses talons claqua plus fort tandis qu'elle sortait de la banque. La porte automatique siffla derrière elle. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle n'avait même pas commencé. Daniel était assise au volant de sa voiture de location, une Lincoln Continental gris foncé, garée sous une caméra de surveillance de travers. Les sièges en cuir étaient chauds grâce au soleil de l'après-midi, mais elle n'alluma pas la climatisation. Elle est restée assise là. Une main tenait toujours sa carte d'identité. L'autre reposait sur sa cuisse, ses doigts s'enfonçant dans son tailleur comme si elle avait besoin de quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Ce n'était pas nouveau,
Elle l'avait vu dans les ascenseurs, lors de conférences, et même dans les halls d'hôtel où elle était l'oratrice principale. Ce tressaillement dans l'expression de quelqu'un lorsqu'il réalisait qu'elle ne correspondait pas à l'histoire qu'il s'était écrite. Mais aujourd'hui, ce n'étaient pas les mots. Ce n'était même pas un manque de respect. C'était à quel point cela avait été facile pour lui. Comme c'est naturel. Daniel tapota doucement le volant avec sa carte d'identité. Ce n'était pas seulement à cause d'elle. Ce contrat de 3 milliards de dollars, c'était son équipe. Ses investisseurs. Son nom. Mais surtout, c'était un test. La succursale de Springfield était l'un des 3 sites envisagés pour un partenariat dans le cadre du nouveau programme d'expansion de Rivers Global aux États-Unis. Petite ville. Cités ouvrières. Des lieux souvent délaissés. C'était censé être un pas en avant. Une victoire pour tous. Au lieu de cela, c'était devenu un moment qu'elle refusait de nommer. Un moment qui lui révélait ce qu'elle refusait d'admettre, certaines personnes n'étaient toujours pas prêtes à aller de l'avant avec elle. Son téléphone vibra sur le siège passager, un SMS de sa directrice des opérations, Nina Vaughn. Je viens d'apprendre que Francfort a finalisé son équipe. Confirmation nécessaire avant 15 heures, heure du centre. Tout est au vert de notre côté. Daniel ne répondit pas. Elle fixait l'écran, les lèvres serrées. Puis elle a éteint le téléphone en silence. Il était 14h12. Elle a démarré la voiture et a mis la vitesse avant. De retour à la banque, Caleb terminait son service. Aucun responsable ne lui posa de questions. Personne ne le prit à part. Il rit à quelque chose sur son téléphone, avala un chewing-gum et passa à autre chose. Daniel s'est arrêté à un feu rouge de l'autre côté de la rue. Un groupe d'adolescents s'est rassemblé devant un Family Dollar, se passant un sac de hot Cheetos, riant comme si le monde n'était pas lourd. Elle repensa à son premier emploi, serveuse dans un Waffle House à Monroe, en Louisiane. Elle avait 17 ans. Des hommes 2 fois plus âgés qu'elle l'appelaient « Baby Girl » et lui touchaient la main lorsqu'il payait en espèces. Elle n'a pas abandonné. Elle a travaillé plus dur. Elle a tout économisé. Puis vint Southern. 2 diplômes. Un stage non rémunéré. Puis Washington DC, où son premier patron l'appelait « ma chérie » tous les lundis. Jusqu'à ce qu'elle le fasse virer. Tout ce qu'elle avait, elle l'avait gagné. 2 fois. Donc non, Caleb Warner n'était pas nouveau. Il était le reflet du système. Un autre gardien avec un nom facile à lire et une pleine conscience de lui-même. Mais cela ne rendait pas la piqûre moins réelle. Daniel serra le volant. Elle repensa à ce moment-là, il l'avait regardé droit dans les yeux, puis avait balancé son identité par terre comme si elle ne signifiait rien. Ce n'est pas une erreur. Un message. Et à ce moment-là, Daniel a pris une décision. Pas par rage. Ni même par douleur. Mais par lucidité. Elle fouilla dans son sac et en sortit son téléphone secondaire, celui dont seule sa planche avait le numéro. Elle tapa une ligne. Débranchez-la. Je vous expliquerai ce soir. Envoyé. Le feu est passé au vert. Mais elle ne retournait pas encore à l'hôtel. Quelque chose de plus profond s'agitait, quelque chose qui était resté silencieux trop longtemps. Le soleil baissait sur l'ouest de Springfield tandis que Daniel s'engageait sur l'autoroute 65. Elle n'alluma pas la radio. Pas d'appel. Pas de musique. Juste le ronronnement régulier du moteur et le léger craquement du cuir tandis qu'elle se laissait aller en arrière, laissant la route se dérouler devant elle. Mais son esprit n'était pas immobile. Elle n'arrêtait pas de le rejouer, le bruit sourd de sa carte d'identité frappant le sol, le mouvement de la mâchoire de Caleb, la façon dont il disait vous les gens comme si c'était juste un autre mardi. Comme si c'était normal. Comme s'il en avait le droit. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le calme avec lequel elle a réagi. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas élevé la voix. Parce que si elle l'avait fait, que serait-il arrivé? La police a été appelée. Histoire tordue. Femme noire en colère. Agressif. Combatif. Peu coopératif. Ils avaient 1 million de mots pour son silence. 1 million de plus pour sa force. Daniel laissa échapper un rire discret, amer, celui qui surgit quand la seule autre option est de pleurer. Et elle en avait assez. Elle passa devant un vieux panneau publicitaire d'un restaurant de barbecue local et sa poitrine se serra de manière inattendue. Cela lui rappelait son père.
Il avait l'habitude de dire. Ne le laisse pas te faire tomber par terre, Danny. Tu ne dois rien planter là. Il est mort quand elle avait 25 ans. Insuffisance cardiaque. Il ne l'a jamais vu signer son premier contrat fédéral. Mais elle se souvenait de lui arpentant leur petite cuisine à bâton rouge, expliquant que la dignité ne se résume pas à la façon de marcher, mais aussi à la façon de réagir lorsqu'on essaie de vous la voler. Elle vivait cette leçon maintenant. Mais quand même, ça faisait mal. Et qu'est-ce qui a aggravé la situation? Le silence qui suivrait. Parce qu'elle savait déjà comment cela se passerait. Si elle a dit quelque chose, une déclaration de la banque. Une enquête interne. Peut-être même de vagues excuses à toute personne concernée. Et Caleb? Transféré. Peut-être promu. Ou simplement oublié. Et elle? Il la qualifierait de controversée. Une distraction. Ou pire, dites qu'elle l'a inventée. Elle était déjà venue ici. Je n'ai jamais été aussi près du bord. Elle tendit la main et baissa la vitre, laissant le vent lui frapper le visage. Elle avait besoin d'air froid. J'avais besoin de ressentir quelque chose de vif, de réel, parce que c'était ça, maintenant. Réel. Il ne s'agit pas seulement d'un virement bancaire. Il ne s'agit pas seulement d'un caissier de banque impoli. Il s'agissait de toutes ces petites bêtises silencieuses qui s'accumulent comme la poussière dans une pièce que personne ne nettoie jusqu'à ce que quelqu'un s'étouffe. Daniel avait construit tout ce qu'elle avait, brique par brique, avec des cicatrices sur les mains et le silence dans la gorge. Aujourd'hui, quelque chose s'est cassé. Et elle n'allait pas réparer ça cette fois-ci. Alors que la route tournait vers le Marriott sur Sunshine Street, son hôtel pour la nuit, elle ralentit. Puis nous avons bifurqué vers un parking latéral. Une station-service. Vide. Juste une seule lumière au plafond qui clignote près de la pompe 3. Elle est restée assise là 1 minute. Elle a attrapé son téléphone. Je l'ai rallumé. 37 textes non lus. 9 appels manqués. Non, encore une fois. Son directeur financier. Son conseiller juridique. Francfort. Son doigt planait sur l'écran. Elle prit une inspiration et toucha un contact, Nina Vogue. Le téléphone a sonné 1 fois. Oh. 2 fois. Oh. Cliquez. Danny? Enfin. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Daniel n'a pas répondu au début. Je vais bien, dit-elle doucement. Je t'expliquerai tout ce soir. Mais Nina, oui, l'affaire est close. Une pause. Quoi? Daniel, non. Francfort est déjà. Je sais. Encore le silence. Daniel regarda la rue sombre devant elle. Parfois, a-t-elle dit, le prix de la dignité est plus élevé que la valeur d'un accord. Mais cela en vaut toujours la peine. Non, je n'ai pas discuté. Cela a tout dit à Daniel. Mais les conversations les plus difficiles étaient encore à venir. Et ils ne seraient pas tous aussi silencieux. À 20 heures précises, heure du centre, Daniel était assise au bureau en verre de sa suite d'hôtel. Ordinateur portable ouvert. Caméra éteinte pour le moment. Derrière elle, l'horizon de Springfield clignotait dans des tons ambres et halogènes fatigués, ignorant qu'elle était sur le point de perdre une opportunité d'1 milliard de dollars. Elle pouvait déjà entendre des voix à travers ses AirPods, Na, Élise du service juridique, Tariq de la stratégie et 3 membres du conseil d'administration qu'elle voyait à peine en dehors des évaluations trimestrielles. Tous en attente. Elle a allumé sa caméra. Son visage est apparu sur leurs écrans, net, calme, illisible. Bonsoir à tous, dit-elle. Na prit la parole en premier. Danny, ça va? Je vais bien. Élise intervint. Nous avons vu l'email. J'ai besoin d'éclaircissements avant d'aller plus loin. Mettez-vous officiellement fin à l'accord de Francfort? Oui, dit Daniel. Simple. Ferme. Silence. Tariq s'est penché depuis son bureau à Miami. Cela représente 3 ans de travail. Tu réalises l'enjeu? Je fais. Et tu marches? Je suis. Le président du conseil d'administration, un homme nommé Clifford Hammerich, lien avec la côte est, moustache soignée et trophée de tennis s'est lentement réveillé. Pardonnez-moi, Daniel,
Mais ce n'est pas une décision que vous pouvez prendre sans l'approbation complète du conseil d'administration. Daniel sourit. Sans chaleur. Je n'ai encore rien signé. Je n'aurai donc pas un accord. J'en empêche un. Na bougea inconfortablement. Daniel, raconte-leur peut-être ce qui s'est passé à la banque. Daniel se pencha en avant. Les coudes sur le bureau. Sa voix ne tremblait pas. Son ton était presque décontracté. J'ai visité la succursale de la Springfield Haven Bank cet après-midi. Pas pour la cérémonie. Juste pour vérifier un fil de routine en personne. Cette branche était en cours d'évaluation pour un partenariat stratégique dans le cadre de notre projet pilote de réinvestissement aux États-Unis. Les yeux s'écarquillèrent sur l'écran. Clifford, tu y es allé en personne? Oui. Je voulais voir comment ils traiteraient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Daniel ne s'y a pas. Le caissier m'a demandé une pièce d'identité. Je la lui ai tendue. Il m'a regardé. Il a baissé les yeux. Puis je l'ai laissé tomber par terre, délibérément. Puis il a dit, et je cite, « Vous êtes toujours pressé de faire quelque chose. » Puis il se pencha en arrière. Comme si de rien n'était. Le conseil était silencieux. Pas choqué. Mais calme. Tariq marmonna, « Seigneur. » Ellis expira fort. On peut déposer une plainte au civil. Quelles sont les politiques de leur succursale? Non, coupa Daniel. Pas de presse. Aucune plainte. Pas de gros titres. Mais nous pourrions utiliser cela, a déclaré Clifford. Ce moment. Cet incident. Cela pourrait nous donner un levier, les pousser à s'engager sur des prises de participation à long terme. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu penses que je veux construire un partenariat en forçant les gens à me cracher au visage? Non, elle s'est frottée les tempes. Vous dites donc que l'ensemble du partenariat de Francfort repose sur un seul caissier dans le Missouri? Non, répondit Daniel. Cela dépend du principe. Cet accord était une question de confiance. À propos du choix d'institutions qui servent tout le monde. Ce moment m'a montré exactement comment ils servent. Je ne vais pas construire d'héritage là-dessus. Clifford soupira, redressant ses boutons de manchette. Vous nous demandez de laisser des milliards sur la table parce qu'un employé a fait preuve d'un mauvais jugement? Non, dit-elle calmement. Je vous demande de reconnaître que le manque de respect n'est pas un mauvais jugement. C'est une culture d'entreprise déguisée. Il y eut une longue pause. Puis Na, vif, loyal, fatigué, prit la parole. Daniel n'a pas tort. Tous les regards se tournèrent vers elle. Tu penses qu'il n'y a qu'un seul caissier? Vous pensez que c'est un hasard? J'ai travaillé dans des banques. J'ai dû laisser mes diplômes dans ma voiture juste pour éviter d'être interrogé dans le hall. Daniel est entré dans cette succursale pour un test. Et ils ont échoué. Ellis hocha lentement la tête. Légalement, nous sommes propres si nous marchons. Le conseil d'administration peut voter pour repositionner le capital via notre portefeuille d'infrastructures du Sud-Est. Clifford n'avait toujours pas l'air convaincu. Mais que disons-nous à Francfort? Daniel regarda droit dans la caméra. Rien. Nous disons que l'accord n'est plus en phase avec nos objectifs. Pas d'autres commentaires. Pas de drame. Juste le silence. Mais ce sont des milliards, a-t-il répété. Elle a croisé les mains. Et la dignité, dit-elle, vaut plus que chaque zéro dans ce fil. Personne n'a répondu. Finalement, Clifford se pencha en arrière. Vous êtes le fondateur. À vous de voir. Daniel hocha la tête. Un clic. Appel terminé. Elle fixait son reflet sur l'écran noir de l'ordinateur portable. Mais en dehors de cette salle de réunion, les répercussions ne faisaient que commencer. Et certaines personnes n'étaient pas prêtes pour ce qui allait suivre. Je n'ai rien dit de mal. Tu n'as rien dit de mal, répéta lentement Gwen. J'ai dit que j'étais pressé, mais pas de manière raciste. Je ne savais même pas qui elle était. Gwen se pencha en arrière sur sa chaise, soudainement épuisée. Elle est la PDG d'une entreprise avec laquelle nous étions en pourparlers, l'une des plus grandes entreprises privées d'infrastructures du pays, d'accord? Elle est venue ici exprès pour nous tester. Caleb se moqua. Eh bien, c'est stupide. Non, Caleb, rétorqua Gwen. Ce qui est stupide,
c'est de jeter à la poubelle un contrat de plusieurs milliards de dollars parce que vous n'avez pas su traiter un client avec le respect le plus élémentaire. Il bougea sur sa chaise, sur la défensive maintenant. Alors maintenant, je perds mon travail à cause de ça? Je ne l'ai pas encore dit. Mais tu y penses. Je pense que nous allons tous ressentir le poids de votre problème d'attitude. Elle se leva, marcha jusqu'à la porte, puis se retourna. Il vaut mieux espérer que les entreprises voient cela comme un moment d'apprentissage, et non comme un moment public. Dehors, elle entendait déjà son assistante parler de lignes d'attente pour la presse et de relations avec les clients. Pendant ce temps, de retour à Dallas, Na recevait des appels discrets de journalistes qui sentaient que quelque chose s'était produit, mais ne parvenaient pas à le déterminer. Et Daniel? Elle était déjà dans l'avion du retour. Le siège du milieu était vide des deux côtés, la fenêtre fermée, les yeux clos. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Le message avait été envoyé silencieusement, avec force. Et les gens qui avaient besoin de comprendre? Ils commençaient à le sentir. Vendredi après-midi, la division régionale de Havenbank avait lancé une initiative de diversité et d'inclusion, avec des graphiques de presse et un nouveau programme de formation que personne n'avait demandé. Caleb? Suspendu, mais pas renvoyé. Juste mis de côté. Intérieur. Calme. Sûr. Pendant ce temps, Rivers Global a redirigé le capital vers des banques communautaires plus petites à travers l'Alabama, le Mississippi et l'Ohio. Des institutions qui n'ont pas fait beaucoup parler d'elles en matière de relations publiques, mais qui avaient un dossier impeccable, de solides liens locaux et une expérience avérée consistant à voir leurs clients avant de les juger. Pas de communiqué de presse. Aucune annonce. Juste de l'action. Et ceux qui regardaient attentivement? Ils l'ont remarqué. Mais pour ceux qui essayaient encore de le dissimuler, le silence commençait à crier. Cela faisait 4 jours depuis la visite à Springfield. Daniel n'avait pas dit un mot en public. Pas de tweet. Aucune déclaration. Pas d'éditoriaux dans Forbes. Juste le silence. Mais cela ne signifiait pas que le monde autour d'elle restait immobile. Son téléphone vibrait toutes les heures, parfois toutes les quelques minutes. Appels manqués de journalistes, de banques, de deux maires et d'au moins un membre du Congrès essayant de comprendre la nature de la situation. Et maintenant ça. Un appel de dernière minute de Maurice Alustin, vice-président exécutif au siège national de Havenbank à Cincinnati. L'homme était poli, expérimenté, un maître du nettoyage d'entreprise. Daniel a répondu à la deuxième sonnerie. Mademoiselle Rivers, merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Je ne l'ai pas fait. Une pause. Il laissa échapper un léger rire, le genre de rire destiné à briser la tension sans jamais l'aborder. Je comprends que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lors de votre visite dans notre succursale de Springfield. Ils se sont déroulés exactement comme je l'espérais. Il s'est éclairci la gorge. Je tiens à présenter mes excuses personnelles. Cet incident ne reflète pas les valeurs de Havenbank, et nous avons lancé un examen complet du dossier de M. Initialisé. Elle l'interrompit. Sa voix est calme mais froide. S'il vous plaît, ne me lisez pas la feuille de politique. Je vous assure que ce n'est pas un scénario. Est-ce ce que vous avez dit à votre équipe de diversité avant de leur donner un nouveau logo? Un autre silence. J'espérais, a-t-il dit, que nous pourrions revoir les termes de votre initiative d'investissement. Nous sommes prêts à offrir des garanties avantageuses, une intégration communautaire, et même une influence directe sur la supervision de la culture des succursales. Discrètement. Daniel haussa un sourcil. Vous m'offrez de l'argent pour me faire taire, déguisé en opportunité. Il a changé de ton. Mademoiselle Rivers, n'oublions pas à quel point un partenariat comme celui-ci peut être puissant. Nous ne parlons pas de l'erreur d'un seul homme. Nous parlons de construire des ponts économiques entre les institutions et les communautés mal desservies. Maintenant, elle riait. Laisse-moi te demander quelque chose, Maurice. Si j'étais entré dans cette banque en portant un jean et un t-shirt au lieu d'un costume sur mesure, que se serait-il passé, selon vous? Il n'a pas répondu. Elle a continué. Vous pensez que votre caissier vous aurait rendu ma carte d'identité avec les 2 mains et un sourire? Tu crois qu'il m'aurait proposé un café? Ou peut-être m'a-t-on demandé si j'avais besoin d'aide pour comprendre le formulaire? Sa voix s'est aiguisée.
Parce que s'il traite le PDG d'une entreprise de 4 milliards de dollars comme ça, comment pensez-vous qu'il traite quelqu'un qui reçoit des bons d'alimentation et qui essaie d'ouvrir son premier compte courant? Maurice soupira. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mademoiselle Rivers. Mais je peux faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Non, tu ne peux pas, dit-elle catégoriquement. Parce que vous essayez de réparer une fuite sans réparer le tuyau. Alors que suggéreriez-vous? Danielle s'est assise. Laissez le silence s'installer une seconde. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle déclaration. Vous avez besoin d'une nouvelle culture. Une méthode qui ne se contente pas de former les employés sur ce qu'il ne faut pas dire. Mais sur ce qu'ils croient déjà, et pourquoi. Et pendant ce temps-là? En attendant, je déplace mon capital ailleurs. Nous pouvons garder cela hors de la presse. Je suis sûr que tu peux. Et si on le reconnaissait publiquement? Daniel n'a pas hésité. Je ne reviendrai toujours pas. Il soupira à nouveau, plus lentement cette fois. Le jeu était terminé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour réparer la relation? Vous auriez pu commencer par décrocher le téléphone le jour même où cela s'est produit. Pas après que votre équipe juridique ait construit un fossé. Point pris. Encore une chose, Maurice. Oui. Caleb Warner. Oui. Tu ne vas pas le virer. Je le sais. C'est ton choix. Et vous ne croyez pas aux secondes chances. Elle a pris un battement. Je crois en la responsabilité. Et je crois que les secondes chances ne signifient pas éviter la première conséquence. Elle a mis fin à l'appel. Aucune menace. Pas de presse. Juste des faits. Et les faits, lorsqu'ils sont exprimés avec clarté, ont leur propre poids. Mais Daniel savait que ce poids ne lui appartenait plus. C'était la différence. Springfield a continué à avancer ou à essayer de le faire. La banque est restée ouverte. Le ficus près de la fenêtre continuait de mourir lentement. De nouveaux clients allaient et venaient, ignorant l'affaire qui aurait pu changer la ville. Pas de gros titres. Pas de scandale. Pas d'histoire à la une. Mais dans les bonnes pièces, les gens l'ont remarqué. Francfort a appelé 2 fois, puis s'est arrêté. Les investisseurs chuchotaient dans les couloirs. Les entreprises concurrentes ont tenté de combler le vide laissé par Rivers Global. Mais le ton avait changé. Le pouvoir avait quitté la pièce. Et personne ne savait comment en parler. Danielle, quant à elle, était de retour à Dallas. Elle n'a pas siégé au comité. N'a pas accepté d'interview. Elle travaillait tranquillement. Nous avons transféré des capitaux vers des endroits qui n'avaient pas besoin de formation pour agir humainement. Banque rurale financée à Jackson, Mississippi. Signature d'accord de microcrédit avec la coopérative de crédit de Canton, dans l'Ohio. Pas de caméra. Pas de coupure de ruban. Juste une réaffectation. Parce que c'est à cela que ressemble vraiment le pouvoir. Pas toujours fort. C'est juste délibéré. Un après-midi, environ 3 semaines après l'incident de Springfield, Daniel a reçu une enveloppe par la poste. Aucune adresse de retour. Cachet de la poste de Springfield. À l'intérieur se trouvait une courte lettre manuscrite. L'écriture était grossière. Madame Rivers. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis caissier dans une autre succursale. On ne nous a pas dit grand-chose, mais nous savons que l'affaire est annulée. Je ne te blâme pas. Je veux juste que tu saches que nous ne sommes pas tous comme lui. Certains d'entre nous regardaient. Certains d'entre nous ont appris quelque chose. Kilowatt. Daniel a tenu le papier pendant un moment. Puis elle le plia une fois et le glissa dans son tiroir. Pas comme souvenir. Mais pour rappel. Que même le silence peut résonner. Parfois, la leçon ne consiste pas à punir. Il s'agit de réveiller les gens. Et la meilleure façon de faire ça? Quitter la pièce. Laissez-les ressentir l'absence. Laissez-les s'asseoir dans l'espace que vous aviez l'habitude de remplir. Parce que les gens apprennent différemment quand les conséquences ne viennent pas avec les conférences de presse. Quand la correction ne vient pas enveloppée de honte, mais de distance. Et quand la dignité sort de la porte d'elle-même. Cela amène tout le monde à se poser une question silencieuse. Qu'est-ce que je viens de perdre? Il n'est pas toujours nécessaire de crier pour être entendu. Parfois,
il suffit de s'éloigner. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens de vous respecter. Vous n'avez pas besoin de mendier pour avoir de la dignité dans des espaces qui n'ont jamais été construits pour vous reconnaître. Parfois, le geste le plus fort est le silence. Mais assurez-vous que votre silence parle. Parce que lorsque les gens apprennent que le manque de respect a un prix, lorsqu'ils apprennent que derrière le visage qu'ils ont ignoré se cache un décideur doté de pouvoir et de mémoire, ils y réfléchiront à 2 fois la prochaine fois. Et c'est là que le changement commence. Pas dans des discours bruyants, mais dans cette réalisation silencieuse. Nous venons de perdre quelque chose. Et le plus troublant, c'est que nous ne l'avons même pas vu venir. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, partagez-la. Pas pour les clics. Pas pour l'algorithme. Mais parce que quelque part, quelqu'un a désespérément besoin qu'on lui rappelle ceci. Le pouvoir silencieux reste du pouvoir. Et la dignité? Elle n'est jamais, jamais négociable.